Hello, hello, Arnaud, Allô? Oui, ça va? Salut! Ça va, tu m'entends bien? Ça va, je t'entends très bien. D'accord. Et toi, tu m'entends Alors, bien? tac, tac, tac. Ok, donc on va continuer sur la même lancée qu'hier. Pas de souci. Et puis voilà, un instant, je vais ouvrir le tableau blanc. Et Oui, en fait, je me servirais toujours du même lien, c'est ça? voilà, c'est ça, c'est ça. Le lien il D'accord. change pas, comme ça on se perd pas dans. Dès que tu me dis let's go, je clique et c'est bon. Ah voilà, exactement, voilà. Ok. Le lien il a été, si tu veux, il a été épinglé dans la discussion. Et donc chaque fois qu'on a session, c'est ce lien-là qu'on utilisera. Je vois pas les pings, c'est à quel niveau? C'est Attends, tu es sur PC ou smartphone? PC. Ok, un instant, je te montre. Pop, 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 pop. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué sur PC, on peut pas enregistrer de message vocal sur Discord. Oui, oui, c'est pas possible sur Discord Ah pour ouais, le c'est moment. pour ça, je Certainement, ils vont. cherchais, mais je trouvais pas. Ouais. Donc, les messages, c'est juste sur smartphone, quoi. Ouais. Enfin, donc c'est là en fait, et tu vois là en fait, message épinglé. Ah oui, il y a un petit bouton rouge là, Voilà, tu un fais i un, rouge. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai voilà, vu. le lien il est là et puis voilà. Donc tous les jours, Ok, super. on se retrouvera, on Bon se bah c'est bien, retrouvera tu me formes à ici. Discord en plus, alors là. Donc, écoute, on va continuer dans la même lancée qu'hier. Donc hier, tu as vu aujourd'hui en fait les niveaux qu'on a définis. Bon, les niveaux euh, à l'intérieur duquel on est censé travailler. On voit que ça a très bien réagi, en tout cas sur Ouais, moi je les ai les tracés, niveaux. ça a bien touché, oui, Ouais. effectivement. Tu vois, là, c'est au tick près, là, c'est un peu descendu, mais bon, pas assez pour toucher un stop. Et Ouais, là, tu vois, là aussi au tick près, on descend, on rentre, on descend. Là, voilà, ouais. on est Bah, ce sur qui le me point de rassure, rentrée. c'est qu'on a les mêmes, tu vois, déjà. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ça veut dire que donc, j'ai pas tout. Enfin, j'ai bien compris, quoi. ouais, effectivement. Non, c'est normalement si tout est bien fait, on doit avoir toujours la même chose, les mêmes signaux, etc. Donc, En pour le plus, fameux fichier. Mhm. j'ai même modifié le code pour afficher les petits libellés en blanc là, de l'indicateur. Euh, ici. Non, les petits libellés MS1, P, Ah, R1, ok, tout ok, ça. ok, 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 ok. Ah, ok, tu as modifié le code, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Ouais. Ah ouais, j'avais oublié que tu étais un ancien développeur, ouais. Donc, Non, après, bah, donc, pour le fameux fichier que je vais te partager, c'est celui-là. d'accord. Donc, tu vois, il va récupérer, bon, là, je l'ai pas mis en réseau, mais normalement, il récupère toutes les données automatiquement sur Central Chart. Mhm, Et puis, toi, quand tu veux créer le dossier, tu as juste à cliquer là. Fabriquer le fichier Jigsaw pour Nasdaq. d'accord. Et c'est fait. Après, tu le récupères dans un dossier spécial qui va créer, tu le mets dans ton DOM et puis c'est tout, quoi. Génial. Donc là, ce sont les. Ouais. Donc là, en fait, ici, c'était juste pour voir voilà, visuellement ce que ça fait. Mais on va pas passer notre temps à tracer les niveaux et tout ça, ça se fera automatiquement. Donc voilà. Ensuite, bon, aujourd'hui, on va parler des différents niveaux de risque. Mhm, Donc, comme je l'ai dit, quand on va commencer à scalper au carnet, au carnet d'ordre ou DIP, il faut une méthodologie qu'on va appliquer, c'est qu'on va prendre en compte plusieurs facteurs, donc à savoir le facteur de risque. Tu as dû certainement le remarquer, souvent on a une méthode de trading ou on a une stratégie, si tu veux, qui marche très bien et au bout de 2 mois, ça marche plus. mm. Justement parce que le contexte, en fait, le marché, il n'évolue jamais dans un même contexte. Tu peux trouver une méthode qui marche très bien ce mois, qui marchera très bien le mois prochain, et le mois suivant, tous les trades que tu prendras, ils vont être systématiquement stoppés. Donc, en fait, pour rester pour comprendre le contexte du marché et pour rester dans un contexte bien défini du marché, on va appliquer différents niveaux de risque. Et donc aussi, on va parler de ce qu'on appelle le taux du risque.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents niveaux de risque et le taux de risque que je vais noter ici, R, il nous permet tout simplement d'être sûr d'être dans un contexte bien défini et de pas avoir une méthode ou si tu veux une stratégie qui est figée alors que le marché, lui, il est en constante évolution, quoi. Mhm. Tu vois? Alors, ces différents niveaux de risque et ces taux de risque, ils sont uniques à chaque indice. Donc chaque indice aura son taux de risque et ses différents niveaux de risque. Parce que chaque indice a son propre ADN et chaque indice a ses propres réalités. Donc, sur le taux de risque et les différents niveaux de risque, il faut savoir que euh, ces différentes données vont changer à la fin de chaque échéance. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, à la fin de chaque échéance, d'avoir de nouvelles données qui vont nous permettre, en fait, de travailler sur les différents trades qu'on fera dans l'échéance en cours. Pourquoi? Parce que les données vont changer d'échéance en échéance, tout simplement parce que sur cette échéance, par exemple, il y a des contrats qui ont été imprimés à l'intérieur du carnet et ces contrats-là nous donnent des indications. Ils vont nous donner des indications pour nous dire soit le marché il est trop nerveux ou très peu nerveux ou euh, on est plutôt méfiant, etc. Et ça, en fait, il faut vraiment qu'on le comprenne. Parce que si, par exemple, pour mon cas pratique, si j'avais travaillé de la même manière que je travaillais en 2018 jusqu'à après la crise du Covid, c'est pas pareil. Je me serais fait systématiquement stopper. Mhm. Et en fait, j'ai réussi à m'en sortir lors de la crise du Covid juste parce que je tiens toujours en compte le fait que le taux de risque et les différents niveaux de risque, donc le contexte, je veille à ce que je reste toujours dans le contexte, quel que soit, si tu veux, la configuration du marché. Alors, parlons d'abord du taux de risque. Le taux de risque, aujourd'hui, sur le Nasdaq, il est à 1,38. À quoi il nous sert, le taux de risque? Donc, le taux de risque, si tu veux, ce sont des calculs qui sont effectués par un script Python et Mhm. qui va regarder en fait combien de contrats ont été exécutés sur le Nasdaq et combien de contrats ont été, si tu veux, pris sur le marché d'options sur le Nasdaq. Donc, on Par a, échéance, tu veux dire? oui, par échéance, D'accord. exactement. Donc, si aujourd'hui on a, disons, 10 000 contrats sur le Nasdaq qui sont en cours, donc qui n'ont pas été 10 000 contrats qui sont rentrés dans le carnet qui ne sont pas sortis, Mhm. et qu'au même moment sur option, on a 15 000 contrats, c'est révélateur. Ça veut dire que, en fait, ceux qui sont rentrés à 10 000 contrats, ils se sont sécurisés sur option. Et donc, il n'y a pas de confiance par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. S'ils sont haussiers et qu'ils se protègent sur option, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de conviction sur cette hausse-là. Tu vois, parce que les options, en fait, c'est rien d'autre que des produits qui vont nous aider à sécuriser nos trades. Par contre, si on est à 10 000 contrats sur le Nasdaq en cours et sur option, on est à 5 000, là, en fait, c'est aussi révélateur. Ça veut tout simplement dire que on a pris 10 000 contrats, on est convaincu soit du mouvement haussier ou baissier et on s'est très peu sécurisé sur option. Parce que les options, si tu veux, c'est comme l'assurance, c'est comme un type d'assurance en fait. Mhm. Si aujourd'hui je conduis un véhicule et que j'ai 20 ans d'expérience, ça fait 20 ans que j'ai mon permis, je serais peut-être plus à l'aise de prendre une assurance standard quand je conduis que quand je vais donner un véhicule à mon fils qui a 18 ans. Quoi. Tu vois, il est tout nouveau, peut-être que je vais lui prendre une assurance tout risque. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors, on va supposer aujourd'hui que nous sommes les seuls sur les marchés. Parce que, comme tu peux le savoir, le marché, si tu veux, ou les indices, c'est en fait c'est un groupe de traders ou un groupe d'intervenants, mais qui vont réagir comme un même homme. C'est-à-dire, en fait, on a toujours la signature humaine qui est qu'on retrouve dans les marchés. À titre d'exemple, aujourd'hui, si tu t'intéresses aux différents cracks qu'on a connus euh, depuis la crise, le fameux crack de 1929, tu prends aujourd'hui le graphique
du SP ou du Dow à la crise de 1929, le même graphique en 1987, la crise de la dette, le même graphique en 2000, la bulle Internet, le même graphique du SP ou du Dow en 2008, subprime, le même graphique encore en 2013, crise de la dette, le même graphique, tu le reprends pour 2020, le Covid, tu vas voir que tous les graphiques se ressemblent. C'est mouvement de foule en Tous. fait. Voilà. C'est-à-dire, en fait, on est plusieurs, donc on est des milliers, des millions de personnes sur les marchés, mais il y a toujours la signature humaine que tu vas retrouver dans les marchés. Même si aujourd'hui, de plus en plus, des algos prennent la relève, mais les algos sont codés par des humains. Donc les algos sont codés suivant une réflexion humaine. Donc tous les graphiques vont se ressembler. Donc il y a toujours la signature humaine dans les marchés. Et donc, partant de ce constat, on va supposer aujourd'hui que nous sommes les seuls intervenants sur le Nasdaq. Disons qu'en début de session, moi je suis le seul intervenant sur le Nasdaq, je suis confiant que le Nasdaq va monter. Je vais prendre 10 contrats, et quand il va continuer à monter, il va monter, je vais prendre, disons, je vais prendre 10 contrats sur le Nasdaq et on va dire 20. Le Nasdaq monte à 22. Je vais prendre encore 10 contrats. Il se trouve que le Nasdaq monte, il va à 30. Je vais prendre 5 contrats. Il va à 40. Je vais prendre alors 15 contrats jusqu'à la fin de la journée. Alors, à la fin de la journée, disons que 40, c'est le point focal à la fin de la journée. Au total, qu'est-ce que j'aurais fait en tant que personne unique, donc en tant que mouvement humain unique? J'aurais donc 10, 20, 25, 40. Donc, j'aurais pris 40 contrats au total à l'achat sur le Nasdaq. Alors, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que j'ai 40 contrats exécutés sur le Nasdaq. À la fin de la journée, si je sors 40 contrats, je solde toutes mes positions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon risque pour la journée suivante, elle est nulle parce que je n'ai laissé aucun contrat sur le marché. Donc, je vais commencer la journée suivante avec un risque nul, avec 0 contrat dans le carnet. Par contre, si je sors à 10 contrats, ça veut dire que j'aurai laissé 30 contrats sur les marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis confiant dans le sens du marché. Parce que sinon, si je n'étais pas confiant, je n'aurais pas laissé 30 contrats. Donc, je vais certes commencer la journée avec un petit risque parce que j'aurai des contrats dans le carnet qui ne seront pas débouclés, mais je le laisse parce que tout simplement, j'ai confiance à ce que le marché va continuer à faire. Est-ce que c'est pas un peu la, la même notion que l'open interest? Alors, l'open interest, pour moi, c'est assez vague parce que tu vas regarder juste ce que les intervenants vont faire à l'open, Mhm. tu vois, ou bien suivant la session RTH ou ETH. Mais en fait, tu sais pas pourquoi ils le font, tu sais pas pourquoi ils achètent ou pourquoi ils vendent. D'accord. Alors que c'est très important de savoir. C'est pour ça qu'on utilise Rhythmic, parce que Rhythmic va donner un identification, un numéro d'idée à chaque transaction. Donc, peut être en mesure de savoir est-ce que tous ceux qui sont rentrés sont sortis. D'accord. Et ça, c'est très important, ça donne des indications. Alors, c'est par rapport à ces données-là, donc on a récupéré ces données au tick par tick, et on modélise un taux de risque pour chaque échéance pour le Nasdaq. Donc, le taux de risque pour le Nasdaq pour cette échéance-là, il est à 1,38. Donc, on va prendre les données au tick par tick depuis 98. On va prendre les données échéance par échéance. On va voir ce qui s'est passé. On va pondérer 75% de la dernière échéance et les autres échéances, on va les pondérer à 2, 3, 4, 5%. Donc, le but, en fait, c'est pour rester le plus proche, au plus proche possible, en fait, de, de la réalité actuelle du marché, Mhm. tout en tenant compte en fait de ce qui s'est passé dans le passé, parce que ce qui s'est passé fait partie de l'ADN du Nasdaq. Et c'est pareil pour les autres indices.
Donc, alors, ce 1,38 là, comment est-ce qu'on va le travailler? Comment est-ce qu'on va l'interpréter? On va tout simplement faire ça. Regarde bien, quelque chose assez intéressant. Tu vas remarquer que tous les jours, systématiquement, ça ne manque jamais. Tous les jours. Alors, je vais voir ici. Tous les jours, à 13h59 minutes, UTC -6, 13h59 minutes, on a toujours un pic de volume qui va intervenir. Donc là, je vais zoomer. 13h55 minutes. 59 minutes, ça. Mhm. Tu vois le volume là? Ouais. Ça ne manque jamais. Ça, c'était hier. Je pars à avant-hier. Je pars à vendredi. 13h59 minutes. Même chose. Toujours. Je pars à la journée de jeudi. 13h59 minutes. Pareil. Tu vois le pic de volume là, ici? Mhm. On va encore plus loin. Mercredi, 13h59, même chose. On va encore plus loin. Mardi, 13h59, même chose. On revient à lundi et c'est tout le temps à la même minute. 13h59. Ah, ça c'était une journée fériée. Ouais. Donc on n'a pas eu 13h59, tu vois. On a arrêté le cours à 10h59. Donc non, bah, c'était une journée fériée. Donc je viens là le 24. Ah bon, j'ai pas la version pro. Mais en tout cas, toujours ici, j'ai plus de bougies à partir de cet instant-là, quoi. Donc je peux pas avoir 13h59. Mais tu vois que chaque fois, ça ne manque pas. 13h59, on a toujours un pic de volume. Alors c'est dû à quoi? C'est tout simplement dû au fait que dans les hedge funds ou dans les grosses banques, en fait, tous les jours à 13h59, UTC -6, les traders ou les intervenants sont chargés de liquider leur position. En Ils fait, sont chargés de liquider le c'est le 15h59 de l'UTC -4. -4, C'est exactement. ça? Voilà. Ok. 13h59, ça ne manque jamais. Donc c'est à cette minute, à la fin de cette minute, 13h59 minutes, 59 secondes, qu'on aura un pic de volume. Ce n'est rien d'autre que des débouclements de position. Rien d'autre. Les gens ne rentrent pas à 13h59. Ils débouclent leur position. Après, quand ils vont déboucler les positions, est-ce qu'ils vont laisser des ordres dans le carnet? C'est ce qu'on va essayer de voir. Ou bien est-ce qu'ils débouclent toutes les positions qu'ils ont prises? Et comme tu peux le voir, à 13h59, après, à 13h59, le marché il va fermer 1 heure plus tard. Le marché, en réalité, il ne ferme pas à 13h59, il ferme à 14h59. UTC, il ferme à 14h59 UTC, UTC-6. Tu vois là, 13h59, mais le marché continue à côté. 14h, 14h01, jusqu'à 14h59. Donc 1 heure avant la clôture du marché, tout le monde sort ses positions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne faut surtout pas s'aventurer à faire du scalping après 13h59. Pourquoi? Parce que si on fait du scalping après 13h59, qu'est-ce qu'il risque d'avoir? On risque d'avoir des spreads trop élevés. Ou bien tu vas rentrer une position qui ne sera pas exécutée. Ou bien tu vas te slipper, en fait. Genre, tu veux rentrer à 10, tu vas être exécuté à 8. Tu veux sortir à 10, tu vas, être, tu vas sortir à 9 à cause du spread. Donc ça, en fait, on ne peut absolument rien garantir parce que non seulement c'est du slippage, il y a très peu de volume, c'est du slippage, mais en même temps, on a un spread qui va être monstre sur le Nasdaq. On peut avoir des spreads de 3 ticks. Et pour nous qui faisons le scalping, 3 ticks de spread, c'est monstre. C'est-à-dire, dès que tu rentres ta position, tu es déjà à -3, quoi. Donc, ça, c'est pas indiqué pour nous de travailler dans cette zone. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais c'est pas indiqué. Mieux vaut prendre le moins de risques possible. Et pourquoi Alors maintenant, tu te mets pas en UTC -4 sur ton TradingView?
Là, par exemple, regarde, attends, je te montre. Euh, En San ici. Salvador, là. Ouais, ça met San Salvador. Attends. Parce que moi j'ai tout mis à l'heure de New York en fait, comme ça. Attends. Parce que c'est vrai que bon, on a passé, si tu veux, on est passé à l'heure d'été. Mais moi, pour avoir, si tu veux, quel que soit le fait qu'on soit en hiver ou en été, quel que soit la journée, bon, on va dire le temps où on est, moi je garde toujours l'UTC-6 en fait pour avoir, pour être sûr d'avoir toujours 13h59 en ligne de mire, quoi, tu vois. Donc, moi, je sais pas, en fait, parce que là, par exemple, toi, pour te dire que ça ne change rien, aujourd'hui, toi, tu es en UTC-4, par exemple. Oui. On est bien d'accord. Là, il est bien en ETH. Mm. On est bien d'accord. Mais on a les mêmes pivots. Oui. On est bien d'accord. Donc, si aujourd'hui, moi, je me mets en UTC-4, je garderai toujours les mêmes pivots, seulement mon pic de volume va être décalé de 2 heures, tu vois. Et comme que, bon, c'est juste pour te dire que euh, j'ai tout simplement laissé en UTC-6, donc je pense l'heure d'hiver, pour être parce que j'ai pas envie de le changer et je m'attends toujours à ce que mon pic de volume moi soit à 13h59. D'accord. Si toi tu es en UTC-4, tu l'auras 2 heures avant. Donc, parce que si tu le changes en fonction de l'hiver et de l'été, on sait jamais. Tu peux toujours garder 13h59 dans ta tête. Et un jour, tu viens, tu regardes 13h59, alors que non, c'est pas 13h59, ça peut être 15h59 parce qu'on a switché de l'heure d'hiver à l'heure d'été, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, Ouais, mais si on switch, leur switch aussi. l'heure switch, mais regarde, vu qu'on est là en ETH, tu vois là, vu Ouais, qu'on est ouais. là en ETH, donc dès la dernière minute de cotation, là, il sait que c'est la fin, là, 14h59. Donc là, je te montre. Attends, je vais switcher en -4. Allez, New York. Voilà, tu vois, j'ai switché en -4. Là, j'ai switché en -4, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis juste passé de 13h59 à 15h59. Voilà, là t'es comme moi là, ouais. Voilà. Et là, les pivots, ils sont toujours bons. Parce que mes pivots, ils sont calculés suivant la session ETH. Donc là, dès que je termine cette bougie-là, la bougie suivante, il saura que je suis dans un nouveau, en fait, dans une nouvelle journée, si tu veux. 16h59, 59 secondes, ça passe à 18. Voilà, exactement. Tu vois. Là, au lieu de 13h59, j'ai 15h59. Donc, ça ne change pas les pivots et tout. Mais là, en fait, moi qui suis habitué à regarder 13h59, heure d'hiver, donc moi, pour éviter de me tromper, je peux venir comme ça très rapidement et je regarde 13h59, quoi, ici, D'accord. pas ici. Donc, pour éviter de faire cette erreur-là, vu que j'ai l'habitude de regarder toujours 13h59, pour ne pas me tromper, en fait, si tu veux, je le laisse tel quel, quoi. Ok. Mais ça ne change en rien le pivot. Tant qu'on est en session ETH, on a les bons pivots. Ok. Donc, le taux de risque, en fait, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Donc, il va changer à chaque échéance. Donc, c'est simple. On va regarder le dernier pic de volume ici, dans mon cas 13h59, dans ton cas 15h59. Mhm. On a combien de contrats exécutés à l'intérieur du carnet? On regarde ici, volume 8614. 8614. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Et ça, tu préfères le prendre sur TradingView que sur Jigsaw? Jigsaw, leurs graphiques, ils sont en bêta pour le moment. Ouais, Donc, je le prends soit sur TradingView, soit sur NinjaTrader. d'accord. Voilà.
Mais là, c'est encore une fois, c'est la partie théorique, hein. J'ai l'habitude de le prendre sur NinjaTrader. Seulement là, en fait, quand on fait des sessions, j'évite trop d'ouvrir NinjaTrader parce que ça me prend beaucoup de Ouais. ressources côté processeur, quoi, tu vois. Mais c'est le même volume, hein, de toute façon. Vu qu'on est sur Futur, c'est les mêmes volumes. Donc là, on est à 8614 contrats, la dernière minute. Et je vais regarder ensuite. Donc je prends le pic de volume de la dernière minute, là, 13h59 ou 15h59. On a toujours un pic de volume. Et je vais le diviser, si tu veux, par les 30 premières, le pic de volume des 30 premières minutes de cotation. Donc ici, pour ma part, ma journée commence à 7h30. Pour toi, c'est 9h30. Donc de 7h30 à 8h, on est là. Quel est le plus gros volume qu'on a eu? C'est celui-là, 6474. Donc je vais prendre 6474. Je vais le diviser par 6474. Et j'ai un ratio de 1,33. Donc ça, c'était quelle journée en plus? Ok, donc j'ai un ratio de 1,33. Alors, comment est-ce que j'interprète ça? Si ce ratio-là, il est inférieur à 1,38, qu'est-ce que cela veut me dire? Cela veut tout simplement me dire que je pourrais faire confiance à mes stops la journée suivante à l'open. Donc je pourrais commencer dès l'open, je pourrais commencer à travailler. Par contre, si j'avais un ratio qui était supérieur au taux de risque, donc disons 1,39 ou 2 ou 3, qu'est-ce que cela veut me dire? Cela veut dire, ça veut dire que le lendemain, la journée suivante, il vaudrait mieux que je ne commence pas à travailler à l'open. Parce que je vais systématiquement me faire stopper. C'est juste à l'open, mais tu peux continuer quand même travailler après. Exactement. Donc, à l'open, si tu veux, on travaille en risque 1. Donc, on va Ouais, revenir sur ça tout l'open, à et l'heure. puis tu laisses peut-être passer un peu les news et tout ça. Exactement. Mais il y a même quand je dis l'open, on a 3 différents niveaux de risque. Normalement, à l'open, on est en risque 1. Après, on switch en risque 2. Après, en risque 3. Mais on revient sur ça là tout à l'heure, t'inquiète pas. D'accord. Donc, si tu veux, si ce ratio il est inférieur à 1,38, je peux travailler en risque 1. Donc, j'ai l'autorisation de travailler en risque 1, en risque 2 et en risque 3. Par contre, s'il est supérieur à 1,38, je n'ai pas le droit de travailler en risque 1 parce que je vais systématiquement me faire stopper. Je travaille uniquement en risque 2 et en risque 3. Okay. Donc, maintenant, il peut arriver des cas où j'ai ce qu'on appelle un ratio inversé. Donc, si tu veux, c'est lorsque ce ratio-là sera inférieur à 1. Donc 0,99, Ça doit être rare, 0,8, ça, non? etc. Pardon? Ça doit être rare, ça. C'est très rare, c'est super rare, mais quand tu as ce genre de journée-là, vraiment, c'est des journées qui nous indiquent quelque chose. En général, on a ce type de journée-là lors de la saison des résultats. Ouais. Ça apparaît plus lors de la saison des résultats. Et souvent, tu vois ce ratio-là, lorsqu'on est sur le point de switcher sur l'échéance suivante, on aura des ratios de 2, 3. Ah oui. Ça veut tout simplement dire que les gens sont en train de quitter le carnet et ils sont en train de switcher sur l'échéance suivante. Donc, hier, par exemple, on avait un ratio de 3. Donc, c'est pour cette raison d'ailleurs que hier, j'ai pas tradé parce que je me disais qu'on allait switcher sur l'échéance suivante. Mais bon, ça s'est pas fait finalement. Aujourd'hui, je crois qu'on a un ratio de 2. Donc aujourd'hui, il faudra certainement pas s'amuser à travailler en risque 1 parce qu'on va systématiquement se faire stopper. Vu qu'on a 2 qui est supérieur à 1,38. Donc quand on a un ratio inversé, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un ratio inversé, il va nous donner une information bien particulière. Tout ça, c'est la market prep, hein, je signale. Alors, disons, prenons cet exemple-là. Alors, on a un pic de volume là à 13h59.
Si on a un ratio inversé, donc si on a un ratio qui est égal à 0, donc inférieur à 1, cela veut dire quoi? On va tracer ce qu'on appelle la zone de polarité. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a, je vais effacer ça. On a là une bougie en volume qui est vert. Donc on va tracer, si la bougie est verte ou bleue, en fonction de comment tu l'as configurée, la zone de polarité sera sur le dernier plus bas. Si la bougie est rouge, la zone de polarité sera sur le dernier plus haut. Donc là, on est bleu, la zone de polarité sera sur le dernier plus bas, en l'occurrence ici. Donc le dernier plus bas avant 13h59. Hein. Et qu'est-ce que tu appelles une zone de polarité? C'est une sorte de pivot ou... Non, mais j'y viens. Donc là, en fait, si tu veux, le dernier plus bas là, c'est la zone de polarité. Donc je mets zone de polarité. En fait, tu fais Exactement. que des ventes en dessous, que des achats au-dessus, non? Un truc comme ça. Exactement. Donc la journée suivante, lorsque les prix seront au-dessus, je ne ferai qu'acheter. D'accord. Lorsque les prix sont en dessous, je ne ferai que vendre. Ok. Donc ça, c'est la zone de polarité. Okay. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire si on a un ratio inversé? Ça veut dire que la majeure partie des gens qui sont rentrés dans le carnet, ils sont sortis. Et que le lendemain, on va créer une nouvelle dynamique de marché. Donc cette dynamique-là, on ne sait pas. On ne sait pas si elle sera haussière ou baissière. Donc comme on ne sait pas si elle sera haussière ou baissière, si on est au-dessus, on fait qu'acheter, en dessous, on fait que vendre. Parce que si tu veux la zone de polarité, si tu veux, c'est en quelque sorte une zone qu'on estime, où on va estimer que voilà, tous les intervenants sur le marché, s'ils sortent à ce niveau-là, ils sont en break-even, tout le monde. Tu vois, donc c'est une zone qu'on va supposer. Donc si tu veux, c'est une zone à laquelle on va se dire, si on a tous les intervenants qui sortent ici, bien que c'est vrai, c'est pas le cas parce qu'il y a des gens qui vont vendre, mais c'est, si tu veux, la zone d'équilibre. Si on était seul sur le marché, si on sortait à ce niveau-là, on aurait fait une journée à 0 $. On n'aurait payé que les commissions. Donc, vu que on a un ratio inversé, on sait que le lendemain, on aura donc une nouvelle dynamique qui va se créer. Et comme on ne sait pas si cette dynamique sera haussière ou baissière, mieux vaut rester sur la dynamique baissière en dessous et au-dessus haussière. Donc cette zone de polarité, quand on a un ratio inversé, elle joue très très bien son rôle de pivot. Et ça marche super bien. Là, par exemple, on n'avait pas un ratio inversé, mais tu vois à quel point la zone de polarité marche. Tu vois, on n'avait pas un ratio inversé là. C'est pas un pivot, on est d'accord. Mais tu vois la zone d'équilibre, Ouais. on a buté dessus avant de redescendre. Donc c'est une zone qui est également extrêmement importante. Mais on l'utilise uniquement si on a un ratio inversé. Okay. Tu vois, là, par exemple, voilà, il suffisait juste de shorter ici et puis c'est jamais revenu dessus, quoi, de toute façon. C'est une zone qui est... Et là, on est resté en dessous toute la session. C'est-à-dire, on est passé au-dessus que quelques secondes, quoi. La zone de polarité qui est à 785 et on est monté jusqu'à 786,50. Donc, juste quelques secondes. Okay. Donc, lorsque le ratio il est inférieur à 1, on va tracer la zone de polarité. Si c'est une bougie bleue en dessous, bougie rouge au-dessus. Et on vend si on est en dessous de la zone et on achète si on est au-dessus de la zone. Ok. D'accord. Donc, alors, ceci dit, par rapport au taux de risque, maintenant, on va parler des différents risques qu'on va appliquer au courant de la session. Donc, au courant de la session, il faut savoir que on va évoluer le Nasdaq comme les autres indices. Il va nous donner plusieurs comportements au courant de la session. Au début, il sera nerveux, après il va se calmer un peu, après il va se calmer totalement, ou bien il va recommencer à être nerveux quand il va, si tu veux, quand il y aura quand il y aura une news, etc. Donc tout dépend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lors
Pourquoi je vois plus mon... Ah, ok. Je vois pas. Ok, ben écoute, c'est pas grave. Donc, lors d'une journée standard, qu'est-ce qui va se passer? Lors d'une journée standard, on aura les contrats à l'intérieur du Nasdaq qui vont évoluer de cette manière-là. Donc, on a toujours des contrats en début de session qui sont très élevés. Et plus on va avancer dans la journée, plus le nombre de contrats et le nombre de volumes vont diminuer. Plus on va avancer, plus le nombre de contrats à l'intérieur du DOM va diminuer. Ça, c'est une journée standard. Okay. Je ne sais pas si tu as déjà fait cette remarque. À l'open, c'est très nerveux, Oui, oui, bien beaucoup, sûr. beaucoup de contrats, et au fur et à mesure du temps, on a des contrats qui vont... Donc, on a une journée standard avec le Nasdaq en termes de contrats exécutés à l'intérieur du DOM qui aura cette tête-là. Ça, c'est une journée standard. Par contre, on a un autre type de journée lors de la saison des résultats qui va durer que 2 semaines par échéance. Okay. Lors de la saison des résultats, pendant 2 semaines par échéance, on n'aura pas une structure de volume qui sera comme ça, mais on aura une structure de volume qui va être comme ça. Ça sera vraiment pas très joli en fait. Juste parce que, en fait, souvent on va avoir, vu qu'on est en saison des résultats, peut-être qu'il y aura une news qui va sortir, il y aura des débouclements de position ou des prises en masse de position, et c'est ça qui crée en fait souvent ces pics de volume-là. Et donc, nous, on va travailler suivant 3 risques lors d'une journée standard. Donc, on a le risque 1, le risque 2 et le risque 3 lors d'une journée standard. Par contre, lors d'une journée comme ça, où tout va dans tous les sens, on va appliquer un risque qu'on appelle le risque premium, parce que le Nasdaq devient fou et il faut pouvoir le contenir. Ensuite, on va travailler au risque 1 et au risque 2. Donc, le risque premium, on l'utilise que pendant 2 semaines sur chaque échéance. Le risque premium est uniquement utilisé lors de la saison des résultats. Et on l'utilise que pendant 2 semaines, pas plus. Après la saison des résultats, le Nasdaq va revenir dans une configuration normale. Et en ce moment-là, on travaille en risque 1, risque 2 ou risque 3. Okay. Donc, comment déterminer si nous sommes en risque 1, risque 2 ou risque 3? Donc, c'est simple, c'est par rapport au nombre de contrats qui vont être exécutés en moyenne toutes les minutes à l'intérieur du DOM. Donc, le risque premium, c'est lorsque, en moyenne, toutes les minutes, on aura entre 4678 contrats exécutés en moyenne à l'intérieur du DOM et 7567 contrats par minute. Ça, c'est le risque premium. Donc, c'est une intervalle. En risque 1, qu'est-ce qui va se passer? Je signale que ces intervalles-là, ils vont changer à chaque fin de contrat, à chaque fin d'échéance, parce que chaque échéance, il y aura, par exemple, sur cette échéance, il y a plusieurs contrats qui sont exécutés à l'intérieur du DOM, et ça va nous aider à calculer en fait les différents risques de l'échéance qui va venir. Puisque le nombre de contrats exécutés à l'intérieur du DOM, ça nous donne des indications. S'il y a plus de contrats et que le marché baisse, on va considérer qu'il y a une petite panique. Plus de contrats et le marché monte, donc il y a une euphorie, il y a de la confiance. Donc il faut se mettre à jour en fait, il faut se mettre à jour en fonction du contexte. En risque 1, c'est si tu veux, lorsque à l'intérieur du DOM, en moyenne toutes les minutes, on aura entre 2891 contrats exécutés en moyenne toutes les minutes et la bande basse de cet intervalle-là, c'est-à-dire 4677. C'est toutes les minutes ou toutes les 10 minutes? Toutes les minutes, en moyenne. D'accord, parce que dans ce que tu avais fait comme vidéo pour TPF, c'était toutes les 10 minutes que tu calculais. Ah ouais, bon, après, sur la TPF, j'ai pas voulu donner trop d'informations, Ah j'ai juste d'accord, donné des pistes d'informations, quoi. ok. Tu vois un peu.
et on viendra vraiment dans les détails, tu comprendras. Donc, tu vois en fait que lorsque je vais quitter cette borne-là, quand je vais venir à 4678 contrats, je ne suis plus en risque 1, je suis directement en risque 2. À un contrat près, Mhm. en risque premium en fait. Ok. En risque 2, c'est lorsque à l'intérieur du carnet, j'ai en moyenne, ok, entre 1787 contrats pour l'échéance juin, encore une fois, et 2890 contrats. Donc, lorsque je vais imprimer 2891 contrats, je ne suis plus en risque 2, je suis en risque 1. Et le risque 3, pour terminer, c'est lorsque, en moyenne, toutes les minutes, je vais exécuter, si tu veux, moins de 1786 contrats. Donc, lorsque j'imprime plus de 1786 contrats, donc 1787 contrats, je ne suis plus en risque 3, je suis en risque 2. Alors, à quoi ces bornes-là nous servent? Ça nous sert à bien configurer notre type par rapport à la nervosité du marché. Parce que plus on a de contrats imprimés à l'intérieur du DOM, plus le Nasdaq il est nerveux. Et si on n'a pas les filtres adaptés sur le TIP, ça va tellement imprimer qu'on va paniquer avec le TIP. Parce que quand le TIP imprime beaucoup et que nous, dans une impression toutes les secondes, on essaie de prendre une position, c'est stressant. Donc on va paniquer avec le marché. Donc le but en fait de ces différents niveaux de risque, c'est de mettre un filtre qui va avoir la même vitesse, quel que soit le niveau de risque auquel nous sommes. Si on a une impression toutes les 40 secondes, en RP, on aura une impression toutes les 40 secondes lorsque le nombre de contrats va diminuer. On aura une impression toutes les 40 secondes en moyenne lorsqu'on sera à moins de 1786 contrats. Donc, quel que soit le contexte du marché dans lequel on sera en mesure de lire le TIP de manière sereine. Et comment tu C'est ça. calcules le nombre de contrats par minute sur le DOM? Donc, alors, c'est sur ce point-là que je voulais arriver. Mais dis-toi, il y a aussi une petite disclaimer. Si je suis en risque premium et que tout d'un coup, la minute, j'imprime 7568 contrats, je ne suis plus dans la borne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais patienter 3 minutes, le temps que le nombre de contrats revienne dans ma borne. 3 minutes? Ouais, il faut que le nombre de contrats revienne dans ma borne. Si j'imprime plus de 7567 contrats à la minute, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a une news que je ne maîtrise pas ou que je ne suis pas au courant, Mhm. ou il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, par mesure de sécurité, j'attends 3 minutes, le temps que le nombre de contrats exécutés en moyenne par minute puisse revenir dans la borne. C'est-à-dire être entre 4678 et 7567. Même chose pour le risque 1, etc. Alors, comment est-ce qu'on définit le nombre de contrats exécutés par minute? Donc, grosso modo, regarde, je vais venir ici, sur ce graphique-là. Là, je suis sur un graphique 1 minute. Okay. Donc, souviens-toi, disons que j'ai ma borne haute. Là, on est dans un marché standard, donc c'est pas un marché, on n'est pas en pleine saison de résultats. Donc, souviens-toi, on travaille que en risque 1, risque 2 et risque 3. Donc, il n'y a pas lieu euh, de travailler le risque premium. Alors, le risque 1, c'était entre 4000, la borne haute, en fait, elle était à 4677. Disons que là, c'est notre borne haute de 4677 ici. Ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque, tu vois, ces mèches-là, je suppose juste, hein, donc c'est juste une supposition. Disons que tu vois la ligne que j'ai tracée, disons que c'est la borne haute du risque 1, 4677. Ça veut dire que chaque fois quand les prix vont venir, quand on aura plus de volume imprimé à l'intérieur du DOM, je ne vais pas rentrer en position, je vais attendre que ça se calme. Là, regarde, on est en dessous, en dessous, en dessous. Là, je sais que je suis en dessous de ma borne. Et donc, je peux envisager reprendre à relire le tape. Tu vois un peu ce que je veux dire?
Une petite question. Moi, sur TradingView, le flux, il est décalé comme en bas. J'ai pas l'abonnement. Tu as l'abonnement, toi? Non, j'ai pas l'abonnement. J'ai pas l'abonnement. Donc, c'est décalé d'au moins 10 15 minutes? minutes. 15 minutes, ouais. Ouais, 10-15 minutes, hein, ouais. Je sais pas trop, mais 10-15 minutes. Donc, tu peux pas le savoir en temps réel. Non, non, en fait, on a un outil pour ça qu'on utilise sur NinjaTrader et puis Hmm, ça nous donne des alertes, quoi. Donc, lorsque ta borne hôtel est touchée, tu as une alerte et tu sais que tu dois attendre 3 minutes. d'accord. Tu vois? Donc il y a un outil pour ça qui le fait, automatiquement. Mais là, je voudrais juste que tu comprennes, en fait, Hmm, encore une fois, hein, tout ce qu'on fait, ici sur le graphique, c'est des process qui sont automatisés, mais il faut quand même que tu comprennes pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel truc, pour voir vraiment la pertinence de la méthode, en fait. d'accord. Maintenant, disons que là, on est en risque 2, la borne haute du risque 2 se trouve ici. Donc comment est-ce qu'on va switcher du risque 1 en risque 2? On switch du risque 1 là, par exemple, tu vois, on a la borne haute ici, là et là, on va pas switcher en risque 2 directement, en fait. Je reviens sur mon tableau blanc pour que ça soit plus clair. Disons que là, j'ai ma borne haute qui est là. 4678, 7, non, risque 1, 2891, 4677. Ça, c'est le risque 1. À l'open, qu'est-ce qu'on a? On a des volumes qui vont imprimer en moyenne entre 2891 et 4677. Donc, ils seront toujours à l'intérieur de cette borne-là. On est d'accord jusqu'à présent. Donc, pour le moment, on est en risque 1 parce que tous les contrats imprimés en moyenne par minute sont à l'intérieur de cette borne. Mhm. Donc, nous sommes en risque 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un taux de risque qui est supérieur à 1,38, si on a 1,39 par exemple, tant que les volumes sont dans la borne haute ou basse du risque 1, on ne va pas travailler parce que tu te souviens, quand on a un taux de risque qui est trop élevé, on attend, on ne travaille pas à l'open et on attend que le nombre de contrats à l'intérieur du carnet puisse se calmer. Donc, quand on a un taux de risque supérieur au taux de risque standard du Nasdaq sur l'échéance, on va attendre le risque 2. Donc, disons que maintenant, là, on vient en risque 2. Voilà la bande du risque 2. Elle va commencer juste là, bande haute, bande basse. Donc là, on est en risque 2. Et là, disons que on a des nombres, on a des contrats qui peuvent être imprimés ici, en termes de volume, en moyenne par minute. Donc, on va switcher du risque 1 au risque 2 lorsque on aura moins de 2891 contrats par minute imprimés à l'intérieur du DOM pendant une durée minimum de 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Parce que tout simplement, des fois, on peut avoir, euh, on peut être en dessous de la borne, c'est-à-dire ici. Tu vois là, la borne haute, c'est 4677. Mhm. La borne basse, c'est 2891. On peut être à l'open. 3 minutes plus tard, on va imprimer, on va dire 3000 contrats la minute. Si on imprime 3000 contrats la minute, on est dans quelle borne? On est dans la borne du risque 1. Mhm. Okay, et là, si on est en risque premium, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire, OK, je quitte du risque premium, je vais au risque 1. Seulement, la plupart du temps, et surtout sur le Nasdaq, il va imprimer 3000 contrats la minute. 3 minutes plus tard, il va nous imprimer 7000 contrats. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas reswitcher vers le risque premium, alors que c'est pas pour des raisons d'efficacité, c'est fatigant, c'est épuisant, parce que chaque fois, tu vas changer de template, etc., etc. Donc, l'une des bonnes pratiques, si on est en saison de résultats, on ne travaille pas en risque 3, ça on n'oublie pas. On switch du risque premium au risque 1 et du risque 1 au risque 2. Mais on ne peut pas switcher du risque 2 au risque 1. C'est pas possible. Mhm. Et on ne peut pas switcher du risque 1 au risque premium. C'est pas possible. Une fois qu'on a switché en risque 1, on y reste.
Et le seul switch qui va s'offrir à nous, c'est le risque 2. Même chose si on est dans une journée standard, on quitte du risque 1 au risque 2, du risque 2 au risque 3. On ne peut quitter du risque 3 pour aller au risque 2 parce qu'il y a eu un pic de volume et qu'on est dans la borne du risque 2. Ou bien on ne peut quitter du risque 2 pour aller en risque 1 sous prétexte qu'on a un nombre de contrats qui a été imprimé et qui est dans la borne du risque 1. Donc, pour switcher d'un risque à un autre, on va attendre que les contrats imprimés à l'intérieur du DOM en moyenne toutes les 20 minutes soient à l'intérieur de la borne de notre risque pendant au moins 20 minutes. Je ne sais pas si c'est clair. Si, tu peux aller Voilà. que vers le bas et Donc, pas vers le haut, quoi. voilà. Donc, on switch en douceur. C'est comme si aujourd'hui, tu as de l'eau chaude et tu ajoutes tout d'un coup de l'eau froide. Si c'est dans un verre, tu le casses, quoi. Parce que c'est violent, en fait. Et c'est exactement aussi, si tu vois bien ce que la Fed fait. Quand elle veut diminuer ou augmenter les taux, elle ne va jamais augmenter les taux de 3 points de base ou de 4 points de base. Elle va augmenter petit à petit et de manière progressive. Et c'est le même concept, en fait. C'est-à-dire, il faut qu'on soit sûr, avant de passer en risque 2, que vraiment nous sommes en risque 2. Donc, lorsque nous aurons des contrats à l'intérieur du DOM, disons que là, c'est le risque 2. Si on reste, disons que là, c'est la borne basse et là, la borne haute du risque 2. Si on reste en dessous de cette borne-là pendant plus de 20 minutes, ok, si là, on est en risque 2 et on reste en dessous de cette borne-là pendant plus de 20 minutes, on va switcher en risque 3. Si ici, ces deux bornes-là, c'est le risque 1 et qu'on reste en dessous de cette borne-là plus de 20 minutes, on va switcher en risque 2. C'est clair? Oui, c'est clair. C'est pas confus? Ok. C'est clair et Donc, tout. Et ça, c'est automatisé, alors tu dis. voilà, c'est automatisé avec un outil sur Ninja. Parce que c'est sûr que si Donc, tu dois réfléchir à tout ça pendant le truc, ah non, 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 non. Ben, après, ça doit être chaud. je peux t'assurer qu'avec avec le temps, euh, tu vas sentir les choses, quoi, parce que tu Ouais, vas voir quand peut-être, on ouais. va configurer notre tape. Des fois, tu vas voir que voilà, le tape, il va imprimer peut-être une ligne toutes les 40 secondes. Et tu arrives à un moment de la journée où il n'imprime pas toutes les 40 secondes, mais il va imprimer toutes les 3 minutes, par exemple. Et là, tu vas te dire, ah, peut-être que mon filtre, il est trop haut. Donc, peut-être que j'ai changé de risque. Peut-être que je ne suis plus en risque 1 et que je suis en risque 2. Parce que si le tape met du temps à imprimer, ça veut dire que ton filtre est trop grand. Et vu que chaque niveau de risque a son filtre, tu vois, donc Mhm. même si tu n'as pas cet outil-là, tu pourras facilement comprendre que tu es au niveau suivant. Après, bon, peut-être il va falloir que tu viennes sur le graphique pendant juste 2 minutes parce que tu auras tes niveaux qui seront déjà tracés. Et puis ça se fait en 1 minute, hein. Est-ce que je suis en dessous de la borne pendant plus de 20 minutes? Là, on est en dessous de la borne depuis 9h08. Donc ça veut dire que je dois rester en dessous de la borne jusqu'à 9h38. Si c'est le cas, tu switches au risque suivant, quoi. Et là, c'est une chose de 30-40 secondes. Et ta décision, elle est prise, quoi. Vite fait. Tu n'as même pas besoin de voir les graphiques, tu as juste besoin de voir le volume, quoi. Donc, tu peux très bien même agrandir cette fenêtre-là et ne même pas t'intéresser à ce qui se passe sur le graphique. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Après, on a vraiment on a vraiment un outil pour ça qui nous permet de switcher très, très, très facilement d'un risque particulier à un risque, au risque suivant, quoi. Parce que si on est dans une journée standard, plus on va avancer, plus il y aura moins de contrats. Mhm. Donc, tu ne peux pas travailler de la même façon que tu peux pas travailler à 18h de la même façon que tu travailles à 7h du matin, quoi. Parce que là, il y a beaucoup de contrats et là, il y en a moins. Donc, il faut rester dans le contexte. Et encore une fois, si à 18h, tu es en risque 3, par exemple, et que tout d'un coup, tu as plus de 1786 contrats, donc on sort de la borne, tu vas te dire, OK, je stoppe, quoi. J'arrête de lire le tape. Je n'envisage pas de prendre de position jusqu'à ce que les cours reviennent à l'intérieur de ma borne. Jusqu'à, qu'est-ce que je raconte? Jusqu'à ce que le nombre de volumes ou le nombre de contrats
reviennent à l'intérieur de ma bande parce que je suis en risque 3. J'ai switché du risque 2 à risque 3. Et si j'imprime plus de 1786 contrats, pour moi, je considère que c'est nerveux. Mhm. Et Mais, l'idée pour moi, c'est de travailler dans un marché qui est stable et pas nerveux. mais t'attends 20 minutes que ça se recalme, se stabilise, quoi. Voilà, si je suis déjà en risque 3, je vais juste attendre 3 minutes que ça redescende en Ah, dessous de 3 ma bande. minutes, d'accord. Par contre, si je suis en risque 2 et que je veux switcher en risque 3, il faut au moins 20 minutes Ah oui, d'accord. à l'intérieur de la bande pour que je puisse être sûr que je suis vraiment en risque 3. Parce que je ne vais pas switcher dès la première minute. Mhm. Si je suis dès la première minute, ben, il peut arriver à tout moment un pic de volume, quoi. D'accord. Tu vois un peu ce que je veux dire. Mhm. Alors, donc, ça, c'est les différents niveaux de risque. Donc, lorsque on n'oublie pas, toujours, lorsqu'on a un taux de risque qui est supérieur à 1,38 pour chaque échéance sur le Nasdaq, on n'envisage pas dans une journée standard travailler en risque 1. Donc, on va attendre que les cours se calment et travailler en risque 2. Mhm. OK? D'accord. Donc, si on est pendant la saison des résultats, souviens-toi, on travaille en risque premium, risque 1 et risque 2 uniquement. On ne travaille pas en risque 3. Et donc, si on a un taux de risque qui est supérieur à 1,38 pour cette échéance, encore une fois, ça peut changer. L'échéance prochaine, on peut être à 1,55. Donc, si on a un taux qui est supérieur au taux de risque, on ne va pas travailler au risque premium, mais on va travailler uniquement en risque 1 et en risque 2. Donc, chaque fois qu'on a le taux de risque qui est supérieur au taux de risque standard de l'échéance, on ne travaille pas le premier risque. Si on est en saison de résultat, on ne travaille pas le risque premium. Si on est en journée standard, on ne travaille pas le risque. Block by. Donc, on attend que les contrats à l'intérieur du carnet puissent se calmer. Parce que si on s'amuse à travailler en risque 1, et peut-être que tu auras à faire l'expérience, tu vas voir que tu vas systématiquement te faire stopper. Pourtant, ça voudrait simplement dire que, pourtant, tu auras souvent raison. Des fois, tu vas dire, OK, je vais acheter à 10, je vais clôturer à 15. OK, tu achètes à 10, les marchés partent, ils te stoppent et ils montent quand même à 15. Et ce serait dommage parce que tu t'es fait stopper avant. Et là, tu feras l'expérience de toute façon. Donc, si on a un taux de risque très élevé, mieux vaut ne pas travailler en risque 1 ou en risque premium en fonction de si on est en saison de résultats ou en journée standard. Sinon, on risque de se faire stopper à tout bout de champ. Ok. Okay. Donc, voilà pour les différents niveaux de risque. Alors, on s'en arrête là. Et puis demain, on va parler des différents filtres qu'on va appliquer Mhm. et également configurer Jigsaw, la plateforme Jigsaw, de la manière qui nous convient le mieux. Et pourquoi on le configure comme ça aussi, on rentrera dans les détails. Donc, un dernier truc pour terminer, on va essayer de voir, on a tracé nos différentes zones. Normalement, supposons qu'on a tracé nos différentes zones et on essaie de faire une market prep pour voir aujourd'hui est-ce qu'on doit travailler en risque 1 ou en risque 2. Parce qu'on n'est pas en saison de résultats, elle est passée, on est dans une journée standard. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le pic de volume ici, 13h59, 8614 contrats. On va le diviser par le pic de volume des 30 premières minutes de cotation. Il est où? C'est là. 6474. Donc on a 1,33 qui est inférieur à 1,38. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de souci. On pourra travailler dès l'open, donc en risque 1, sans avoir peur de se faire stopper par à tout bout de champ, quoi. Mhm. Tu vois un peu. Donc, étant donné que voilà, on a tracé nos niveaux, on connaît déjà nos niveaux d'intervention, etc., etc. Okay. Donc voilà, demain on va essayer de configurer Jigsaw, sécuriser le DOM, sécuriser le tape, et puis voilà, on continuera dans la même lancée. À Ça partir marche. de donc demain, toujours avec le même lien, quoi, si tu vois. Oui, oui, d'accord. Voilà. Bah, dès que tu me dis let's Oui, go, voilà. ok, je... Oh voilà, ça marche. Donc on fait comme ça.
Ça marche. Donc, et aussi, hein, si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis voilà quoi. Donc, si tu as des questions ou quelque chose qui t'a échappé ou quelque chose où tu voudrais une clarification, n'hésite pas. Tu m'envoies soit une note vocale ou un message écrit. D'accord. Et puis même si je te réponds avec du retard, mais je te répondrai en tout cas avant le début de la session. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, ok. Donc, on se dit à demain. À Et puis, demain. Très belle journée à voilà. toi. Merci Arnaud et à demain. À demain. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir.